Un enfant disparaît, une base militaire, un lave-vaisselle et des messages étranges sur un forum. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'affaire du petit Christopher Aaron Morris. Soyez prêts. À tout de suite. Allô Internet, aujourd'hui je vais vous parler d'une affaire très weird. Ça s'est passé dans les années 2000, fait qu'il y a 26 ans quand même. Fait que je peux comprendre qu'il n'y a pas énormément d'informations sur le sujet, mais c'est difficile de trouver des articles, ce que je comprends pas parce que c'est une affaire ben bizarre. J'aimerais remercier l'usager Reddit qui a fait vraiment un bon résumé de l'affaire qui, sans ce résumé, j'aurais pas pu faire une vidéo sur le sujet. Fait qu'il y a quand même toutes les informations. Bien sûr, je fais toujours mes recherches en parallèle pour confirmer des informations, pour en ajouter. Mais comme toujours, toutes les sources sont dans la barre de description. Cette affaire est quand même difficile à raconter, non seulement à cause du sujet extrêmement difficile, c'est épouvantable à quel point cette affaire est triste, mais aussi à cause de la mauvaise information qui circule depuis des années. À travers les années, le bouche à oreille, des informations se sont déformées, ils ont été exagérés, fait que c'est difficile de faire la part des choses, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Donc ça a quand même été une tâche complexe de s'y retrouver à travers toutes les informations. Mais aujourd'hui, je vais faire de mon mieux pour vous relayer l'affaire puis qu'on puisse comprendre, décortiquer ensemble tout ce qui s'est passé. Donc sans plus attendre, passons à la vidéo. This is not a test. Aujourd'hui, je vais vous parler du petit Christopher Aaron Morris de 11 ans et malheureusement, on n'a pas énormément d'informations sur lui, sur la victime. On sait qu'il est né le 3 mars 1989 dans la ville de Del Rio, au Texas. Et au moment des faits, il vivait sur une base militaire avec sa famille sur la base Shepherd Air Force Base à Wichita Falls, dans le comté de Wichita, toujours au Texas. Donc, il vivait là, il allait à l'école sur la base militaire, ses amis habitaient sur la base militaire, puis c'est pas vraiment une grosse base, donc tout le monde vivait pas mal proche les uns des autres, là. C'est un quartier quand même collé, si on veut. Christopher, lui, vivait avec sa petite sœur Ashley, de qui il était très proche, et leur papa, Carl, qui était bien entendu un militaire. Il est décrit comme étant un père super doux, très gentil, qui ferait vraiment tout pour ses enfants, là. Il décrocherait la lune pour son garçon et sa fille. Les parents de Christopher et Ashley étaient séparés, donc leur mère vivait en Oklahoma avec son nouveau mari. Et les enfants allaient leur rendre visite là, une fois de temps en temps durant les vacances d'été, les vacances d'hiver, mais vivaient à temps plein chez leur père. Christopher, qu'on va appeler Chris durant la vidéo, qui était aussi appelé Chris, c'est un enfant typique qui a grandi dans les années 90, donc il aimait beaucoup les Power Rangers, il aimait construire des Legos et jouer au football. C'était pas un petit gars qui aimait particulièrement l'école, lui il aimait bouger, faire du sport. Mais malheureusement, la vie de Christopher s'est terminée beaucoup trop tôt. De manière imprévue, prématurée, avant qu'il décide ce qu'il aime ou pas. Il n'avait que 11 ans. Donc, les événements très mystérieux ont lieu le 25 septembre 2000, durant un long congé d'école. C'était comme un peu la semaine de relâche, mais à l'automne. Donc, Christopher, cette journée-là, il n'était pas allé à l'école, donc il est resté en congé à la maison. Et sa sœur Ashley, elle est allée rendre visite à leur mère en Oklahoma. Elle lui rendait assez souvent visite, mais pas Christopher, là, pour des raisons qu'on ignore. Lui, il préférait rester à la maison. C'est un petit gars, peut-être qu'il voulait juste rester avec ses amis. Il n'y a pas de raison obscure à ça. Et son père, Carl, lui, travaillait cette journée-là. Donc, Carl avait l'habitude d'aller travailler. Il rentrait chez lui vers l'heure du midi pour dîner avec Christopher, puis retourner au travail,
pour rentrer finalement en fin de journée. Et quand il rentrait sur l'heure du midi, il y avait toujours Christopher qui attendait son papa, il était content de le retrouver et il lui racontait un peu son avant-midi puis ils mangeaient ensemble. Cette journée-là, Carl est rentré pour le lunch à 11h. Son fils Chris était à la maison, il allait bien, rien à déclarer. Il est retourné au travail, puis il a décidé de terminer sa journée plus tôt, soit à 14h. Et là, quand il est rentré chez lui, Christopher n'était pas là, ce qui était plutôt hors du commun. Christopher n'avait pas vraiment l'habitude de sortir, jouer avec ses amis sans aviser son père préalablement. Donc son père était pas mal toujours au courant des allées et venues de son fils. Donc Carl rentre à la maison, Christopher n'est pas là, il fait le tour de la maison, il l'appelle dans la maison, il va voir dans sa chambre, son fils n'est pas là. Un truc extrêmement bizarre dès les premières minutes, c'est qu'il remarque que les racks du lave-vaisselle étaient sur le lit de Christopher. Évidemment, il trouve ça bizarre, comme nous, on trouve ça bizarre. Il se demande pourquoi les racks sont là, est-ce que le lave-vaisselle fonctionne? Donc, il va voir le lave-vaisselle et là, il trouve les vêtements de Christopher qui sont en pile à côté du lave-vaisselle. Quand Carl, le papa de Christopher, ouvre le lave-vaisselle, il va voir une image qu'aucun père ne devrait voir dans sa vie. Juste en parler, ça me donne des hauts le cœur. En fait, à l'intérieur du lave-vaisselle, il y avait son fils, son bébé de 11 ans, qui est nu dans le lave-vaisselle et il est mort. Donc, c'est ici qu'il y a beaucoup de versions des faits, puis c'est difficile de s'y retrouver, comme j'ai dit dans l'introduction. Donc, dans les différents résumés de l'affaire que j'ai lus, il est écrit que Christopher aurait été violé et torturé. Et une fois mort, il aurait été placé dans le lave-vaisselle, on aurait parti un cycle, et on pense que de cette manière, on aurait voulu retirer, cacher toute trace d'ADN sur le corps de Christopher, ce qui serait complètement terrible et possible. C'est pas la première fois qu'on lirait quelque chose d'aussi dégueulasse, on s'entend là. Cela dit, en 2021, la sœur de Christopher, Ashley, a donné une entrevue dans le podcast Catch My Killer. J'ai mis le lien vers l'épisode dans la barre d'infos. Mais faut pas oublier que Ashley n'était aussi qu'une enfant à l'époque. Elle n'avait que 10 ans. Donc c'est sûr qu'il y a des informations qu'on lui a pas dit ou des détails qui sont encore flous, des détails qu'elle se souvient qui sont peut-être erronés ou peut-être qu'elle a déformés avec les années. Mais selon Ashley, Christopher n'a jamais été agressé sexuellement, n'a jamais été torturé. Ça, c'est une fausse information qui a été relayée par leur cousine. Et Ashley comprend vraiment pas pourquoi leur cousine aurait dit cette information-là, parce qu'il y avait rien de ça dans le rapport de police, dans le rapport d'autopsie qu'elle a lu. Christopher n'avait pas de bleu sur le corps et n'avait subi aucun sévice sexuel. I still don't know all the details. My dad won't talk about it. My aunt told me a few things. I do know he was not sexually abused. I know a lot of people say he was, but he wasn't. And he wasn't tortured. There were no bruises or anything. I know my dad got home early. I think he got home around 2 o'clock. He said he was looking for Chris. He couldn't find him. He went to his bedroom and the racks from the dishwasher were on the bed. So he was like, that's weird. And he went to look and Chris had been in there. Donc, pourquoi leur cousine aurait inventé ça? Est-ce que c'est pour attirer l'attention? Est-ce qu'à travers les années, le bouche à oreille s'est déformé? Est-ce que c'est vrai, mais c'était pas dans le rapport de police? On sait pas. Et c'est quand même un détail très important, on s'entend, qui change toute l'affaire, tu sais. S'il est agressé sexuellement, ben là, ça change vraiment toute la base de l'histoire, mais on va se fier à la source directe, là, qui, selon moi, est la plus fiable, soit la famille immédiate. Donc, dans les faits, Christopher n'a pas été tué puis ensuite placé dans le lave-vaisselle. En fait, c'est le fait d'être dans le lave-vaisselle et de subir un cycle de lavage qui l'aurait tué. Immédiatement, la police est appelée et se rend sur les lieux pour constater la scène de crime et le décès de Christopher. Évidemment, le premier à être interrogé et suspecté par la police était Carl, le père de Christopher, qui a trouvé le corps.
Mais l'interrogatoire n'a pas mené à grand-chose. T'sais, visiblement, Carl était un homme en détresse d'avoir perdu son fils, puis il n'y avait aucune raison de tuer son fils ou de cacher son meurtre. T'sais, ça menait à rien, cet interrogatoire-là, là, ça faisait juste traumatiser le père davantage, on s'entend. Dans ce cas-ci, un autre truc qui a un peu fait flop l'enquête, si on veut, c'est qu'il y avait 3 départements, ou plutôt 3 agences de police d'assigner au dossier. Donc, il y avait le FBI, la police du comté et la police de l'armée. Donc, ça faisait que les 3 agences, se pilaient un peu sur les pieds et nécessairement, il y a eu contamination de l'enquête, des preuves, des pièces à conviction, de la scène de crime et même du corps de Christopher, malheureusement. Il y a des preuves et des indices qui n'ont pas été recueillis à temps, donc contaminés, ou qui ont été perdus, ou pas enquêtés du tout. Il y a 2 informations essentielles qu'il faut mentionner. Premièrement, il manquait 200 $ dans la maison. Donc, il pourrait y avoir un aspect de cambriolage. Est-ce que quelqu'un est entré chez les Morris, a volé l'argent et a placé Christopher dans le lave-vaisselle? Peut-être que c'était dans le but de l'empêcher de parler, d'appeler la police, et ça a mal viré, puis il l'a tué. Le cambrioleur l'aurait tué sans vouloir nécessairement tuer un enfant. Là. C'est peut-être juste un accident, entre guillemets, qui est arrivé. Ça se peut. Ça se peut aussi que le cambrioleur ait voulu tuer Christopher, on s'entend. C'est un indice important, mais ça n'a pas mené à grand-chose. On a enquêté cet aspect-là de l'affaire, mais il n'y a rien qui est sorti de ça. Un autre indice super important, c'est que la police a prélevé une empreinte de main sur la partie extérieure du lave-vaisselle. L'empreinte n'appartenait pas à aucun membre de la famille, le père, la mère, la sœur, ni à Christopher. Donc, on avait une empreinte de main inconnue. Dans le podcast que j'ai écouté où Ashley est interviewée, elle dit ne pas savoir si l'empreinte a été comparée avec celle des autres suspects dans l'affaire. Elle pense que oui, mais pas capable de l'affirmer à 100%. Elle est pas sûre. Puis je pense que c'est ce qui est un peu frustrant dans cette affaire, c'est que le père de Christopher et de Ashley, Carl, il s'est complètement renfermé suite à la mort de son fils. Il veut plus en parler, puis on peut comprendre, là, il est tellement traumatisé, puis il veut peut-être laisser ça derrière lui, mais ça fait qu'il y a beaucoup d'informations qui sont manquantes et Ashley est pas trop au courant parce qu'elle veut pas trop harceler son père pour des détails parce qu'elle sait à quel point c'est difficile pour lui d'en parler. Donc, Ashley est un peu laissée à elle-même dans cette affaire, puis il y a plein de détails qu'elle ignore et elle n'arrive pas à soutirer l'information de son père. Et on peut comprendre son père, puis tu sais, entre vous et moi, peut-être qu'on se dit en ce moment, hey, moi, je réagirais pas comme ça, j'essaierais de trouver la vérité, je donnerais toutes les informations disponibles, mais on sait pas, tu sais, tant que t'es pas face à une situation comme ça, tu sais pas comment tu vas agir. Puis honnêtement, je comprends le père de Christopher. Et puis, c'est une manière comme une autre de vivre un deuil aussi particulier, aussi intense, aussi invivable, c'est d'arrêter d'en parler et de passer à autre chose ou essayer de passer à autre chose. Fait que je suis aucunement dans le jugement puis je comprends à 100%. Donc, à part le père qui a été dans les premières heures un suspect, il y a 2 autres suspects très intéressants dont il faut absolument parler. Premièrement, c'est un drôle de hasard, ou pas, mais la journée de la mort de Christopher, il y a un réparateur de lave-vaisselle qui était allé chez les Morris pour réparer le lave-vaisselle qui faisait défaut. C'est assez bizarre. Mais comme je vous ai dit, il nous manque beaucoup d'informations sur cette affaire-là parce que le père veut pas en parler et on n'a plus vraiment accès au rapport de police. Mais si on sait que le père de Christopher est rentré dîner vers 11h et Christopher était là, il allait bien, et ensuite Carl est retourné au travail pour finir sa journée plus tôt et rentrer à 14h, Christopher serait mort entre, mettons, midi et 14h, ce qui est pas une énorme fenêtre de temps, c'est 2 heures pour qu'il se fasse tuer ou qu'il meure de manière accidentelle. On sait aussi que clairement, le lave-vaisselle a été réparé puisqu'il fonctionnait. T'sais, Christopher est décédé parce que le lave-vaisselle a fait un cycle, ce qui l'a tué. Est-ce que le réparateur de lave-vaisselle est allé entre midi et 14h ou il est allé plus tôt dans la journée? C'est une question quand même évidente. Ça serait comme la base de pouvoir y répondre, là. J'imagine que la police connaît cette information-là, qu'elle a déjà enquêté là-dessus. T'sais, on se rappelle, le FBI est impliqué, là. Mais Ashley le sait pas. Elle le dit dans le podcast qu'elle ignore cette information quand même cruciale, là, si on veut.
Mais selon elle, le réparateur a dû y aller plus tôt dans la journée, voire même quand Carl était à la maison. Parce que normalement, quand il y a un réparateur ou un livreur ou un technicien qui va dans une maison, on demande qu'il y ait quelqu'un sur place, quelqu'un âgé de 18 ans et plus. Fait que si le lave-vaisselle avait un problème, ben sûrement que Carl devait être à la maison pour être avec le technicien, puis parce que Christopher, il est pas au courant de ce qui se passe avec le lave-vaisselle, t'sais. On s'entend, là, ça serait comme la logique de l'affaire. Mais personnellement, si j'étais un réparateur de lave-vaisselle et je voulais tuer un enfant, c'est comme bizarre de dire ça de même, ben je le placerais pas dans le lave-vaisselle. C'est comme trop évident. Genre, tu sais, t'es un réparateur de lave-vaisselle, tu y vas cette journée-là, il y a des... C'est enregistré que tu dois aller réparer un lave-vaisselle dans une maison, puis ensuite on retrouve l'enfant mort dans le lave-vaisselle, tu sais. C'est comme trop évident, tu peux pas faire ça, là, tu sais. Donc, on peut se demander, vous devez vous demander aussi, est-ce que Christopher aurait pu entrer lui-même dans le lave-vaisselle pour, genre, faire une joke ou faire un test ou, bon, je sais pas. Ça serait difficile parce que le lave-vaisselle en question, comme la plupart des lave-vaisselles, ben, tu peux le partir seulement de l'extérieur. Fait qu'une fois à l'intérieur, tu peux pas partir le lave-vaisselle, t'as pas accès au bouton, là. En plus, ce modèle-là en question, pour l'ouvrir et le fermer, il y avait comme un petit verrou, un petit latch que tu devais bouger. Donc, Christopher aurait pas pu embarquer seul dans le lave-vaisselle, le fermer et le partir. C'est sûr que quelqu'un aurait dû le faire de l'extérieur. Donc, nécessairement, il y a quelqu'un d'autre d'impliqué dans l'affaire. Un autre suspect, c'est un adolescent qui n'habitait pas sur la base militaire, mais au moment des faits, il visitait quelqu'un qui y vivait. Pourquoi c'est un suspect? C'est qu'apparemment, cet ado en question connaissait des informations très précises sur la mort de Christopher, des informations qui n'avaient jamais été rendues publiques. Donc lui, il n'aurait eu aucun moyen de connaître autant de détails. Et quelques jours après la mort de Christopher, il a été renvoyé en Floride, où il habitait, puis n'a jamais été vraiment questionné en profondeur par la police. Donc j'aurais tendance à me méfier de cet ado, là, de cette histoire-là. Est-ce qu'il aurait pu rentrer chez Christopher par effraction, ou il a cogné, Christopher l'a laissé rentrer, il aurait volé le 200$, puis il aurait placé Christopher dans le lave-vaisselle, puis il aurait parti un cycle pour faire de mauvaises blagues, pour faire du mal à Christopher, ou le tuer ou pas. T'sais, peut-être que ça a été fait, il pensait pas que ça allait le tuer en faisant ça. Je trouve que c'est vraiment une bonne hypothèse, là. Ou bien, dans le même ordre d'idée, Christopher avait beaucoup d'amis, il en recevait souvent à la maison, et là, c'était congé d'école, fait que tous les enfants jouaient ensemble dans la rue, tous les enfants étaient en congé. Est-ce que Christopher aurait reçu ses amis à la maison et ils auraient fait genre des niaiseries de petits gars, donc peut-être que ses amis l'auraient poussé à entrer dans le lave-vaisselle comme un genre de défi, tu sais? Et là, quand ils ont réalisé qu'ils l'avaient tué, ils l'ont comme laissé là, ils sont partis puis ils se sont fait jurer entre eux, ou un seul enfant, ou plusieurs enfants, ils se sont dit « Ok, j'en parle pas », puis ça finit là, tu sais. C'est comme une mauvaise blague d'enfant qui a vraiment mal tourné, ce qui est terrible là, de penser à ça, là. Moi, je trouve encore une fois que c'est une bonne hypothèse. Je sais pas. Je pense que c'est possible que les enquêteurs de l'époque avaient une vision tunnel où ils pensaient absolument que c'était le père, donc ils ont vraiment enquêté sur le père sans vraiment vérifier les autres suspects intéressants et ils n'ont jamais été enquêtés, fait que c'est pourquoi l'affaire est toujours irrésolue aujourd'hui. Et c'est définitivement un cas particulier, puis on peut se demander pourquoi l'enquête n'a pas été enquêtée davantage ou davantage médiatisé, parce que, sérieux, tu cherches sur Internet, puis il y a comme aucun article. Il y en a 2 maximum. Puis c'est des archives de journaux qui ont été numérisées. En fait, Carl, le père de Christopher, était assez haut placé dans l'armée, donc c'est sûr que ça a influencé tout ça, et pourquoi tous les documents officiels, genre le rapport d'enquête, rapport d'autopsie, sont impossibles à obtenir aujourd'hui. C'est aussi possible que ça soit difficile de trouver des informations parce que l'enquête a été bâclée du début à la fin, comme je vous ai dit. Il y a eu de la contamination de preuves, peut-être justement que les policiers ont mal enquêté. C'est pourquoi toutes les informations qu'on pourrait avoir, tous les détails qu'on pourrait avoir aujourd'hui, bon, il n'y a pas accès parce qu'on essaie de un peu cacher la mauvaise enquête, si on veut. Encore aujourd'hui, la cause de la mort de Christopher est considérée comme étant indéterminé. Donc, c'est pas un meurtre, c'est pas un accident, on sait juste pas. Il y en a aussi qui croient que
Tout ce qui a été publié sur cette affaire à l'époque a comme été éliminé ou plutôt effacé de l'Internet. Fait que peut-être qu'il y a eu beaucoup d'informations, beaucoup d'articles de journaux, mais que c'est impossible de trouver ces informations-là. Je sais pas, mais je trouve ça bizarre qu'il y ait autant peu d'informations. Pour vrai, là, tu sais, je veux dire, j'en fais des recherches pour des cas de true crime depuis 10 ans, mais c'est une affaire tellement particulière, puis il y a tellement rien à ce propos-là. Puis tu sais, comme je vous ai dit, j'ai juste trouvé un résumé de l'affaire sur Reddit avec 2-3 sources, mais c'est tout, tu sais, il y a pas grand-chose. Un autre truc très, très bizarre, c'est qu'il y a un article de blog random qui date de 2005 sur le sujet. Je vais mettre le lien dans la barre d'infos. Et quand tu lis les commentaires sous cet article de blog, c'est là que je trouve ça très étrange, très creepy même. En fait, tous les commentaires viennent de personnes qui disent avoir connu Christopher, et il y en a énormément, là. C'est tous des gens qui l'auraient connu. Je vais vous lire quelques exemples, là. On a Shelby qui dit ici « Christopher était mon meilleur ami et les gens disent que son père le fait, mais je le connais et il aimait Christopher et il n'aurait jamais fait quelque chose comme ça. Quand Christopher est mort à 11 ans, j'avais aussi 11 ans et il vivait dans la même rue que moi. Nous étions inséparables. Aujourd'hui, j'ai 15 ans et je vis en Oklahoma. S'il y a un site web à propos de Chris, pouvez-vous me l'envoyer s'il vous plaît? J'apprécierais et il me manque à chaque jour. » C'est pas si étrange en soi, on s'entend, mais c'est la façon que c'est écrit. Il n'y a pas de ponctuation, il n'y a pas de majuscule, c'est comme tout écrit d'un bout, là, un paragraphe complet. Et c'est un peu mal écrit, puis l'affaire, c'est que tous les commentaires sont écrits de cette façon-là. Je vais vous en lire un autre exemple. On a Brittany Schultz qui dit « Hey tout le monde, je suis la cousine de Christopher, mon nom est Brittany Schultz. Je cherche quelconque information sur cette affaire. Si quelqu'un a des informations, contactez-moi sur Facebook ou par email. Il faut qu'on rende justice à Christopher. Merci pour vos prières. » En soi, encore une fois, c'est pas si étrange, mais les autres commentaires, c'est aussi des membres de la famille qui demandent des informations à ce sujet. Regardez un autre commentaire. Il y a la mère de Christopher qui a aussi écrit « Je suis la mère de Christopher, il me manque à chaque jour. Comme l'a dit ma fille Ashley, notre famille n'a jamais été pareille depuis. Je peux pas croire que la personne qui l'a fait puisse vivre sachant qu'elle a fait ça. La personne n'a aucune idée de l'âme précieuse qu'elle a enlevée. Si vous avez des informations sur l'affaire, s'il vous plaît, appelez-moi. » Il y a aussi la sœur de Chris qui a laissé un commentaire. Il y a aussi l'ambulancier qui a transporté Christopher. Une autre personne qui a été dans sa classe, un voisin. Un autre enfant qui a fait du karaté avec un autre voisin. Et chacune de ces personnes-là qui ont écrit des commentaires demande des informations. Tout le monde demande plus d'infos à ce sujet. Comment ça, tout le monde écrit un peu la même chose et pose les mêmes questions, tu sais? Donc, on peut se demander, est-ce que ce serait genre le ou la coupable qui aurait écrit la plupart de ces commentaires-là à la recherche d'informations ou d'updates sur le case? Je sais pas, mais c'est vraiment bizarre. Et ça se peut, on sait, dans des affaires de meurtre ou de disparition, que les tueurs vont s'immiscer dans l'enquête, vont participer dans les battues, dans les recherches pour vraiment être près de l'enquête et savoir les développements. Fait que je pense que l'Internet et même Reddit, c'est comme le meilleur endroit pour avoir des updates sur une affaire, pour savoir c'est qui les suspects, c'est quoi les nouveaux indices. Fait que peut-être que la personne, justement, s'est immiscée dans les commentaires pour demander des informations en espérant se faire contacter par la police ou des proches de l'enquête. En plus, si on regarde le site Find My Grave, la pierre tombale, on voit qu'il y a le nom de Christopher puis il y a Topher écrit entre guillemets. Et quand on fait ça, c'est que normalement, c'est comme le surnom de la personne. C'est comme, mettons, Victoria Vic Charlton, mettons. Mais quand tu lis les commentaires de gens qui supposément étaient très proches de lui, ben il y a personne qui l'appelle par Topher alors qu'apparemment c'était son surnom, tellement que ça a été mis sur sa pierre tombale. Donc, est-ce que c'était vraiment des gens qu'il connaissait de si proches? Parce que nécessairement, une personne dans les commentaires l'aurait appelé Topher parce que c'était son surnom. Un dernier détail que je veux mentionner, c'est sûrement une coïncidence, mais c'est trop particulier pour pas que je le mentionne. J'ai lu dans les commentaires du post de Reddit que dans l'un des épisodes du cartoon Gumball, il lave un hamster dans un lave-vaisselle et le tue par erreur. Et dans le cartoon, le hamster s'appelle
Chris Morris. Quand tu lis sur Internet la description du hamster dans le cartoon, il s'appelle Chris Morris en hommage à l'acteur britannique Chris Morris. Mais c'est quand même bizarre, tu sais, c'est probablement un hasard, mais je sais pas. Tu sais, c'est comme une drôle de coïncidence qui, moi, m'a donné le frisson en lisant ça, là. Pour terminer avec cette histoire, c'est terrible de voir comme les dommages collatéraux d'une histoire, d'une affaire aussi tragique. La famille de Christopher a tellement été affectée par la mort du petit bonhomme, là. Suite à son décès, la maman de Christopher est tombée très profonde dans la grosse consommation de drogue et elle n'a jamais pu s'en sortir. Elle est décédée en 2014. Le père de Christopher, lui, a été hospitalisé à quelques reprises dans l'aile psychiatrique, donc des gros problèmes de santé mentale, là. Le décès de son fils, évidemment, l'a complètement changé. En même temps, c'est un genre de soldat américain super dur qui doit pas montrer full ses émotions, donc c'est évident que ça s'accumule en dedans de lui, s'il en parle jamais, s'il processe pas ses émotions. Puis lui, il pense encore que c'est un accident. Lui, il pense pas que c'est un meurtre, le père de Christopher, mais c'est ça, garde tout ça en dedans, ça doit être tellement lourd à porter, là, en fait, toutes tes interrogations, puis en tout cas, d'avoir découvert le corps de ton fils. Et oui, effectivement, outre le mystère de cette affaire et la tristesse et l'aspect comme morbide, étrange de cette affaire, on dirait, faut pas oublier, là, tu sais, là, je vais mettre cette image-là dans la tête du petit Christopher qui était dans le lave-vaisselle, qui a dû mourir dans des souffrances terribles, tu sais, à la grosse chaleur brûlante, et dans la peur. Il devait être apeuré, il devait essayer de sortir de là parce qu'il était pas mort quand on l'a mis dans le lave-vaisselle. Fait que je pense que c'est ça l'image la plus terrifiante, le petit bonhomme qui avait tellement peur puis qui devait essayer de s'en sortir, puis en tout cas, je veux même pas trop détailler, mais c'est vraiment horrible. Fait que voilà pour l'histoire. C'est à briser le cœur, mais je voulais vous en parler tellement que c'est bizarre, là. Tu sais, il fallait que je vous partage cette affaire-là. Puis avant de terminer, c'est un peu dans le même ordre d'idées, là. On dirait que c'est comme de mauvais goût de finir avec Christopher puis vous parler d'une... C'est même pas un partenariat, en fait, j'ai comme de la merch, là. C'est une compagnie, c'est vraiment particulier, c'est une de mes meilleures amies, une des meilleures amies de ma famille, Martha, qui elle a parti sa compagnie. Ça fait quand même un bout, là. Ça fait longtemps, quand elle était en congé de maternité. Fait qu'elle a commencé à faire des bijoux. Puis même que moi, pendant que j'étais à l'université comme job étudiante, je l'aidais à faire des bijoux, là, tu sais. Puis elle a parti ça, puis ça a quand même explosé. Puis là, elle a fait une gamme Victoria Charlton avec des slogans sur ses bijoux, genre « Gardez l'œil ouvert » ou Over and Out et des trucs de même. Et pour la journée du 25 mai, Martha et moi, on a eu l'idée de créer des bijoux pour la Journée internationale des enfants disparus. Fait que vous allez voir, il y a une collection de bijoux, justement, pour cette journée-là, pour les enfants disparus, avec des slogans d'espoir. Puis c'est des bijoux là, faits en aluminium, avec des lettres, c'est gravé à la main, c'est super cute. Et pour chaque bijou vendu de la gamme Victoria Charlton, il y a 3$ qui sont remis à l'organisme Enfants Retour, dont je suis marraine. Fait que c'est pour ça que je voulais en parler ici, parce que je trouve que c'est un beau cadeau à offrir à un ou une fan de mes vidéos ou pour encourager l'organisme. Fait que voilà, je voulais vous en parler. Je vais mettre le lien vers le site web dans la barre d'infos et ça se livre à l'international juste avant qu'on me le demande. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un like, un 5 étoiles si vous m'écoutez sur Spotify, vous abonner si c'est pas encore fait et on se revoit très bientôt pour une nouvelle affaire. N'oubliez pas de garder l'œil ouvert. Over and out.